Salut tout le monde, c'est encore Docteur Soirée et cette fois-ci nous allons parler, n'est-ce pas, de la pathologie, n'est-ce pas, du système endocrinien. Alors si vous vous rappelez, nous avons déjà parlé de l'anatomie et de la physiologie du système endocrinien et à titre de rappel, on avait cité les organes du système endocrinien qui étaient la glande pituitaire ou encore l'hypophyse. Nous avons aussi la glande pinéale qui était l'épiphyse, nous avons les glandes parathyroïdes, nous avons aussi le thymus. Nous avons l'hypophyse et l'hypothalamus, je veux dire. Nous avons aussi les glandes surrénales, nous avons le pancréas, nous avons l'ovaire et nous avons les testicules. Alors, on avait dit que la fonction, c'était surtout la production, n'est-ce pas, des hormones et aussi la communication interne. Et nous avons dit aussi que les systèmes endocriniens jouent un rôle dans la coordination. Alors, ici, on va parler de la pathologie. Lorsque tout ce système-là ne fonctionne pas normalement. Alors, la première pathologie, le premier organe que nous allons encore entamer, ça sera l'hypophyse. Et ici, une pathologie au niveau de l'hypophyse, et la pathologie la plus fréquente au niveau de l'hypophyse, ça peut être une tumeur par exemple au niveau de l'hypophyse, et qu'on appelle l'adénome hypophysaire. Et alors, l'adénome hypophysaire peut donner deux résultats. Il peut y avoir une tumeur fonctionnelle ou une tumeur non fonctionnelle. Et la tumeur est fonctionnelle parce que malgré la tumeur, il y a une hypersécrétion des hormones, ou encore la tumeur est non fonctionnelle lorsque la tumeur arrête, n'est-ce pas, de sécréter des hormones. Alors nous allons parler d'abord de la tumeur non fonctionnelle qui va se présenter comme ci. Ici, il faut voir, il faut comprendre en fonction, n'est-ce pas, de la position de l'hypophyse. On a dit que l'hypophyse c'était juste là. Et l'hypophyse dans le cerveau, lorsque vous allez voir, est logée au niveau de ce qu'on appelle la selle turcique. Et en bas de la selle turcique, il y a ce qu'on appelle l'optique chiasma, c'est-à-dire il y a un croisement des nerfs optiques juste en bas, n'est-ce pas, de la selle turcique. Alors, lorsqu'il y a une tumeur au niveau de l'hypophyse, la tumeur va avoir une pression, n'est-ce pas, sur la selle turcique, ce qui va avoir une pression, n'est-ce pas, sur l'optique, sur les nerfs optiques. Donc, et cela, le malade va se présenter avec une hémianopsie bitemporale. Alors, l'hémianopsie, parce qu'il y aura une perte, n'est-ce pas, de la vision périphérique. Parce qu'on a dit que c'est les nerfs qui sont croisés au niveau de l'optique chiasma, qui sont compressés. Alors, ces nerfs qui sont croisés nous permettent de voir latéralement. Donc, il y aura une perte, n'est-ce pas, de la vision, n'est-ce pas, périphérique, c'est ces patients-là. Alors, voilà des patients aussi qui peuvent se présenter avec les signes d'hypopituitarisme parce que l'hormone, on a dit qu'elle est non fonctionnelle et on a dit que la tumeur est non fonctionnelle, c'est-à-dire l'hypophyse avec toutes les hormones qui sécrètent arrête de sécréter. Donc il y aura ce qu'on appelle un hypopituitarisme. Et il peut y avoir aussi des céphalées. Alors l'autre truc c'est que la tumeur, lorsque la tumeur est fonctionnelle par exemple, lorsque la tumeur est fonctionnelle, on sait que l'hypophyse sécrète beaucoup d'hormones. Et particulièrement nous avons la FSH, la LH, la CTH et tous les hormones que vous connaissez déjà. Mais ce qui va se passer, c'est que en cas de tumeur fonctionnelle, la plupart du temps, en cas de tumeur au niveau de l'hypophyse, l'hormone la plus sécrétée c'est la prolactine. Et c'est pourquoi on va parler de la prolactinoma, qui n'est qu'une tumeur, n'est-ce pas, d'hypersécrétion de la prolactine. Et quel est le rôle de la prolactine? On sait que la prolactine, n'est-ce pas, joue un rôle, n'est-ce pas, dans la lactation. Donc on va avoir des patients qui vont se présenter avec ce qu'on appelle du galactorrhea, parce qu'il y a une hypersécrétion de la prolactine, et voilà des femmes qui vont avoir des écoulements, n'est-ce pas, des lait maternelles à travers les mamellons. Ça c'est la galactorrhea. Alors l'autre chose c'est qu'on sait que la prolactine aussi a une action inhibitrice, n'est-ce pas, de la FSH et de la LH. Et quelle est l'importance de la FSH et de la LH? On sait c'est surtout en rapport avec la sexualité. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est les hommes avec l'hypersécrétion de la prolactine et l'inhibition de la FSH et de la LH, voilà des hommes qui vont, n'est-ce pas, se présenter avec une diminution de la libido, c'est-à-dire ce désir sexuel, cette capacité fonctionnelle, n'est-ce pas, de l'homme. Alors, et chez la femme, il y aura ce qu'on appelle l'aménorrhée, parce que les hormones, la progestérone qui est là, et les oestrogènes, la progestérone qui sont là à régulariser, n'est-ce pas, le cycle de la femme seront absents, donc il y aura une aménorrhée chez la femme. Alors ici, le traitement
Le traitement est très simple. Il faut faire la chirurgie pour enlever la tumeur. Ça, c'est un traitement définitif. Ou bien, il faut donner à la femme de la bromocriptine. Et la bromocriptine, ce n'est qu'un agoniste, n'est-ce pas, de la dopamine. Donc, il peut résoudre, n'est-ce pas, le problème à ce niveau. La prochaine pathologie que nous allons entamer, ça sera l'adénome d'hypersécrétion de la growth hormone, qui n'est autre chose que l'hormone de croissance. Alors ici, cette pathologie va se présenter de deux manières, chez l'adulte et chez l'enfant. Lorsqu'il y a une hypersécrétion de l'hormone de croissance, on sait que quel est le rôle de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance nous permet, n'est-ce pas, la croissance. Alors c'est l'enfant, on sait qu'il n'y a pas d'abord, il n'y a pas de fusion épiphysaire au niveau chez l'enfant, c'est dans les os de l'enfant. Donc ce qui va permettre à l'enfant de continuer, n'est-ce pas, à grandir. Alors voilà des enfants qui vont devenir gigantesques, comme vous connaissez déjà le nom, et c'est pourquoi on appelle ça le gigantisme, c'est l'enfant. Et chez l'adulte, qu'est-ce qui va se passer? Cette hypersécrétion de l'hormone de croissance va donner ce qu'on appelle l'acromégalie. Et l'acromégalie comprenait tout simplement qu'il y aura, n'est-ce pas, une maturation, il y aura une croissance des os, n'est-ce pas, au niveau du pied, au niveau de la main, au niveau des mâchoires. Il y aura aussi une macroglossie, c'est-à-dire la langue va devenir très très grosse, et aussi il y aura une, n'est-ce pas, croissance de certains viscères aussi, notamment le cœur. C'est pourquoi ces malades-là, la plupart du temps, la cause de la mort de ces malades, c'est l'insuffisance cardiaque, parce que le cœur est trop volumineux et n'assume plus, n'est-ce pas, sa fonction. Alors, d'autres fonctions peuvent être, d'autres troubles métaboliques à ce niveau peuvent être aussi une hyperglycémie. Par exemple, voilà des malades qui peuvent attraper du diabète du type D, parce que, tout simplement, normalement, en présence de l'hormone de croissance, il n'y a pas de storage de glucose. Parce que l'hormone de croissance est là pour construire. Lorsqu'on construit, on a besoin de matériel. Et le matériel, ça peut être le sucre aussi. Donc, maintenant, il n'y aura pas de storage de sucre en forme de glucogène, mais il y aura l'utilisation de ce sucre-là. Et c'est là, ce sucre, la présence du sucre dans le sang va entraîner, n'est-ce pas, l'hyperglycémie. Parce qu'on sait que l'hormone de croissance est un hormone anabolisant. On disait tout simplement qu'en présence de l'hormone de croissance, n'est-ce pas, il y aura une inhibition de l'activité de l'insuline. Parce que l'hormone de croissance est une hormone anabolisante, alors que l'insuline à ce moment essaie de, n'est-ce pas, de stocker du sucre au niveau des muscles, alors que le growth hormone veut l'utiliser tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et le diagnostic chez ces patients-là, en cas d'hypersécrétion, n'est-ce pas, de l'hormone de croissance, le diagnostic, c'est évidemment de doser le taux d'hormone de croissance dans le sang, qui va être très élevé. Et il y aura aussi ce qu'on appelle les insulin-like growth factor, qui sera très élevé. Voilà une hormone, lorsque l'hormone de croissance est sécrétée, l'hormone de croissance va agir sur le foie et va entraîner le foie, n'est-ce pas, à sécréter ce qu'on appelle l'insulin-like growth factor. Ce insulin-like growth factor, son action, c'est une hormone qui est anabolisante. Il va agir, n'est-ce pas, sur le corps, n'est-ce pas, et il va entraîner, n'est-ce pas, comme on appelle, la croissance. Alors, ici, ce qui s'est passé, c'est que normalement, lorsque vous donnez du glucose par la voie orale à un patient, par exemple, il y aura une inhibition de l'action, n'est-ce pas, de l'hormone de croissance. C'est-à-dire l'hormone de croissance et l'insuline, c'est comme s'ils ont des actions opposées. Donc, mais ici, dans ce cas, puisqu'on ne parle pas d'un cas normal, donc il y a une hypersécrétion de l'hormone de croissance, donc l'hormone de croissance va continuer son activité, et c'est en ce moment qu'on va se rendre compte qu'il y a une hypersécrétion, en fait, il y a une anomalie, qui est une tumeur d'hypersécrétion, n'est-ce pas, de l'hormone de croissance. Et voilà des patients où il faut donner, comme traitement, il faut donner de l'octreotide. Et l'octreotide, c'est quoi? C'est que c'est un analogue de la somatostatine. Et tout le monde connaît l'action de la somatostatine. La somatostatine est une hormone inhibitrice, n'est-ce pas, de l'hormone de croissance. Alors, l'autre pathologie que nous allons commencer, c'est l'hypopituitarisme. L'hypopituitarisme, c'est tout simplement qu'il y a une insuffisance, n'est-ce pas, de sécrétion des hormones par l'antéhypophyse. Alors, quelles sont les hormones qui sont sécrétées par l'antéhypophyse? Et encore, nous le savons, il y en a beaucoup, et la liste go on. Mais ici, la cause
la plus importante chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle du craniopharyngioma. Craniopharyngioma, ça c'est la cause la plus importante chez l'enfant, tandis que la cause la plus importante chez l'adulte, c'est un adénome, n'est-ce pas, pituitaire. Alors, ici, une autre cause, ça peut être ce qu'on appelle le syndrome de Sheehan. Et le syndrome de Sheehan est très important, c'est pourquoi je vais l'élaborer un peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la femme est enceinte, le corps de la femme a besoin de beaucoup plus d'hormones pour entretenir la grossesse. Alors, c'est pourquoi l'hypophyse va travailler pour sécréter beaucoup plus d'hormones. Lorsque l'hypophyse va doubler son travail, la masse de l'hypophyse va doubler aussi. Et normalement, lorsque la masse de l'hypophyse double, la vascularisation aussi doit doubler parce que l'hypophyse aura besoin de beaucoup plus de sang. Par exemple, quand on s'entraîne et puis normalement on doit manger beaucoup pour pouvoir, n'est-ce pas, équilibrer toutes les pertes d'énergie que nous faisons en faisant en faisant les courses ou encore en faisant les gymnastiques, tout ça. Alors ici la même chose. Au niveau de l'hypophyse, c'est que l'hypophyse va augmenter de volume, va doubler et normalement la vascularisation doit doubler aussi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lors de l'accouchement, lorsque la femme perd beaucoup trop de sang, donc il n'y aura pas assez de sang qui va ravitailler ce volumineuse, n'est-ce pas, cette volumineuse masse qui est l'hypophyse, n'est-ce pas? Il n'y aura pas assez de sang qui va le ravitailler et il y aura, n'est-ce pas, une infarctus, une nécrose, n'est-ce pas, de l'hypophyse. Et cette nécrose de l'hypophyse va entraîner une hypopituitarisme parce qu'il n'y aura pas de sécrétion, n'est-ce pas, des hormones hypophysaires. Alors la conséquence encore, on sait quelles sont les hormones qui sont sécrétées chez la femme, nous le savons déjà, la FSH, la LH qui ne seront pas sécrétées et la femme va commencer à perdre, n'est-ce pas, les poils pubiens parce que ce sont ces androgènes-là qui entretiennent les poils pubiens chez la femme directement après l'accouchement. Voilà une femme aussi qui va manquer de lactation. C'est-à-dire la femme ne va pas faire de lait maternel juste après l'accouchement parce qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, ces centres qui sont là pour pouvoir, n'est-ce pas, contrôler la lactation. Alors la prochaine pathologie que nous allons parler, c'est, on a quitté l'antéhypophyse, on va à la post-hypophyse. Et qu'est-ce qu'on sait de la post-hypophyse? On sait que la post-hypophyse, n'est-ce pas, ne sécrète pas d'hormones, mais c'est le lieu de stockage de deux hormones importantes. Voilà l'hormone antidiurétique et l'ocytocine. Et le rôle de l'hormone antidiurétique, c'est de conserver l'eau dans notre corps, c'est-à-dire empêcher la diurèse, n'est-ce pas? Alors le rôle de l'ocytocine, c'est quoi? C'est de, n'est-ce pas, participer à faciliter la libération du lait maternel. Et aussi, l'ocytocine joue aussi un rôle, n'est-ce pas, dans le déclenchement de l'accouchement à travers la contraction utérine, n'est-ce pas, donc va participer à la contraction de l'utérine et ce qui va, n'est-ce pas, faciliter, n'est-ce pas, l'accouchement chez la femme. Alors ici, l'absence ou encore une pathologie au niveau de la post-hypophyse peut entraîner ce qu'on appelle du diabète insipide central. Diabète insipide central parce qu'il y aura une insuffisance de sécrétion de l'hormone antidiurétique. Et qu'est-ce qu'on a dit de l'hormone antidiurétique? Son action, c'est de conserver l'eau. Lorsqu'il n'y a pas cette hormone pour conserver l'eau, ça veut dire qu'on va perdre de l'eau. Et ce qui va entraîner une polyurie, c'est-à-dire un volume très élevé d'urine. Et la polyurie, qu'est-ce qu'on sait? On sait que lorsqu'il y a une polyurie, lorsqu'il y a beaucoup d'eau qui part, il y aura aussi le sang qui va devenir concentré. Et cela va entraîner ce qu'on appelle, on va avoir beaucoup plus de sodium dans le sang. C'est là qui va donner une hypernatrémie. Alors je vais construire ça. Alors, et ici on sait que la cause peut être liée, n'est-ce pas, à l'hypothalamus ou encore à l'hypophyse. Et cliniquement, comme on a dit, voilà des patients qui vont se présenter avec une polyurie, une polydipsie. Alors lorsque le patient perd trop d'eau, on a dit il y aura une hypernatrémie et il y aura aussi une diminution de l'osmolarité. Parce que lorsque l'eau s'en va, l'osmolarité diminue. Lorsqu'il y a trop d'eau, l'osmolarité augmente. Alors le diagnostic du diabète insipide est basé sur la déprivation d'eau. Lorsqu'on prive ces patients-là de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une concentration de l'urine parce qu'il n'y aura pas trop de fuite,
dans les urines. Donc l'urine sera plus concentrée. On dit que l'osmolarité, n'est-ce pas, au niveau de l'urine augmente. Tandis que l'osmolarité, n'est-ce pas, au niveau dans le sang va être toujours low parce que le problème c'est qu'il y a une absence de sécrétion de l'hormone antidiurétique. Alors, ici le traitement c'est la desmopressine. Lorsque vous donnez de la desmopressine à ces patients, parce que qu'est-ce que la desmopressine? C'est juste un analogue de l'hormone antidiurétique. Donc, voilà l'hypophyse qui ne sécrète pas et vous le supplémentez, vous donnez un supplément à la femme ou encore au patient. Au patient et le problème sera résolu. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi du diabète insipide néphrogénique. Cette fois-ci, le problème, ce n'est pas la sécrétion de l'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique est bien sécrétée, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'hormone antidiurétique est là, il va agir sur les tubes collecteurs au niveau des reins. Alors, ce sont les tubes collecteurs des reins qui ne répondent pas, n'est-ce pas, à l'hormone qui est déjà là. Et c'est en ce moment qu'on va parler, n'est-ce pas, du tumeur, du diabète néphrogénique insipide. Alors, les causes, ce seront les mêmes choses. Il y aura toujours, je veux dire, les symptômes seront les mêmes. Il y aura la polydipsie, la polyurie, comme dans tous les cas de diabète. Mais ici, une chose très importante, c'est qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, le traitement ne va pas répondre à la desmopressine. Lorsque vous donnez la desmopressine, c'est un analogue de l'hormone antidiurétique. Et on sait que le problème, ce n'est pas la sécrétion, mais le problème, c'est au niveau de la réception, qui est au niveau des tubes collecteurs des reins. Alors, la prochaine pathologie, ça sera le syndrome d'hypersécrétion inappropriée, n'est-ce pas, d'ADH. Alors, on appelle ça le syndrome de Schwarzer-Baster. Je n'arrive pas à prononcer très bien. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a un excès de sécrétion de l'hormone antidiurétique, mais de façon inappropriée. Et le signe, c'est qu'au niveau du sang, il y aura une hyponatrémie. Pourquoi? Parce que le sang il y aura une perte du sel dans les urines. Et on sait que partout les sels vont, l'eau va aussi. Alors les sels vont envoyer avec eux beaucoup d'eau. Donc il y aura une polyurie chez ces patients, mais au niveau du sang, il y aura une hyponatrémie. Alors que de l'autre côté, on avait dit qu'il y aura une hypernatrémie, mais cette fois-ci, il y aura une hyponatrémie. Et au niveau des urines, comme on a dit, il y aura une fuite de sodé, donc il y aura l'osmolarité qui va augmenter, alors qu'au niveau du sang, l'osmolarité va diminuer. Alors ici, la restriction d'eau peut améliorer la clinique, mais il y a des gens qui peuvent donner du surcharge, on appelle ça le surcharge en sodium, parce qu'on perd du sodium dans les urines, on faut se donner du supplément de sodium. Cela peut temporairement résoudre le problème, mais le risque c'est que ça peut créer aussi un œdème cérébral, parce que lorsque le sel et l'eau ne sont pas, n'est-ce pas, absorbés dans le corps, mais qui vont dans le milieu interstitiel, cela va causer un œdème, et l'œdème cérébral, ça peut être fatal pour les malades. Alors ici, la cause, ça peut être les cancers, il y a les traumatismes, il y a les infections pulmonaires, il y a les médicaments aussi. Et tel que le médicament le plus important à retenir, c'est que la cyclophosphamide peut causer, n'est-ce pas, ce genre de syndrome d'hypersécrétion d'hormones antidiurétiques. Alors, ici, le traitement, c'est la restriction de l'eau, mais aussi, il faut donner à ces patients-là ce qu'on appelle la diméclocycline. La diméclocycline va résoudre le problème, parce que l'action de la diméclocycline, c'est de bloquer l'action de l'ADH. Alors, après tout ça, nous allons parler dans le prochain thème des pathologies, n'est-ce pas, de la glande thyroïde. Merci beaucoup.